Il est 19h07, cela fait 7 heures que nous sommes dans la file d'attente de la station essence en attendant le réapprovisionnement en diesel. Nous nous trouvons dans la ville de Oruro. Alors la ville elle fait vraiment pas rêver, mais si on est ici c'est pour une raison bien spéciale. On vient de terminer le carnaval et on va te montrer ça. En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant, Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, Abonne-toi. Bienvenue au carnaval d'Oruro. Il est le deuxième plus grand carnaval d'Amérique latine. Il trouve ses racines dans les traditions précolombiennes des peuples andins, notamment liées aux rites dédiés à la Pachamama, terre-mère, et au Dios Yupay, dieu des mines. Puis, avec la colonisation espagnole, ces croyances se sont mêlées au catholicisme, donnant naissance à une célébration où se côtoient figures chrétiennes et divinités indigènes. Le défilé principal, appelé la Entrada, dure plus de 20 heures, débutant le samedi matin et se terminant tôt le dimanche matin. Ils enchaînent ensuite sur 24 heures supplémentaires de défilé non-stop. Le carnaval réunit chaque année plus de 36 000 danseurs et plus de 10 000 musiciens. Ils défilent en portant des costumes impressionnants, souvent faits à la main et ornés de perles, de plumes et de broderies complexes. Plus de 400 000 spectateurs boliviens et étrangers assistent à cet événement spectaculaire. Para nosotros es una alegría, una emoción poder participar de este carnaval y agradecernos la visita también de ustedes, esperemos que les guste bastante. Bueno, lo que puedo hacer es invitarles, vengan, vivan esta experiencia, ¿no? Vivan lo bonito que es la diversidad de la cultura, lo que es en Bolivia, en Oruro. Tenemos distintas danzas, cada danza tiene su historia, tiene el porqué es llamerada, el porqué es diablada, ¿no? Todo tiene su historia, entonces yo los invito de una manera muy encarecida que vengan a participar al Carnaval de Oruro. Comme dit précédemment par un danseur, il existe deux danses principales qui ont une histoire bien précise. Il y a la Diablada, c'est la danse la plus représentative du carnaval. Elle met en scène la lutte entre le bien, l'archange Saint-Michel, et le mal, les diables. Les danseurs portent des costumes colorés et des masques impressionnants. Et ensuite, la Morenada. Cette danse symbolise la souffrance des esclaves africains amenés en Bolivie à l'époque coloniale pour travailler dans les mines. Les danseurs portent des costumes lourds et avancent lentement, imitant la fatigue des mineurs. L'endroit est parfait pour partager un moment entre amis et participer à la fête. Après quelques petits pas de danse, il est temps pour nous de retrouver notre âme d'enfant et de participer à la tradition, à savoir bataille de mousse à raser. La règle, pas de pitié, pas de quartier, mieux vaut être bien équipé. Alors, à Oruro, le meilleur truc, c'est quand tu as entre 10 et 15 ans, comme nous. Et entre deux bandas, tu vas démarrer les gens en face. Le but du jeu, c'est de leur mettre dans les yeux parce que c'est là où ça fait mal. Et c'est là où ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Là, on fait une équipe, ok ? On les démarre. Nous sommes clairement des débutants. Les enfants ici sont en poncho, ont des lunettes de protection, des bottes de pluie, un vrai équipement. Et cette nouvelle équipe qui se fait violemment asperger de mousse à raser n'est autre qu'une troupe venant tout droit du Chili. Le Chili et la Bolivie, une longue histoire de conflit. Choque con lo que viene de Chile, los quieren plagiar, ubicas. Entonces se hacen la burla de cómo ellos bailan. Pero no bailamos así, no. Never in the life.
Le carnaval d'Oruro, c'est terminé. C'était vraiment une expérience culturelle hors norme. Si vous voyagez non loin de cet endroit et durant cette période, on ne peut que vous conseiller de faire ce détour. Wow, eh ben, ils étaient vraiment pas grands à l'époque. On est ici à Isla del Sol, à l'extrême sud du lac Titicaca, côté bolivien. C'est ici le berceau de la création de la culture inca. Mais avant de t'amener avec nous découvrir nos premières ruines, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé depuis Oruro, parce qu'il s'en est passé des choses. Désolé de t'avoir un peu oublié, mais on avait aussi envie de profiter comme ça un petit peu sans filmer, juste pour nous. On est parti découvrir Sarama à l'ouest du pays. Ça a été vraiment un petit coup de cœur entre randonnée, bain chaud et galères mécaniques, parce que oui, on a effectivement eu encore des galères mécaniques. On s'est tanké avec Zubra dans un bourbier, puisqu'on est en pleine saison des pluies. Et au moment de sortir du bourbier, sur cette piste, on a complètement perdu la direction. Sauf que malheureusement, on était sur une piste un petit peu au bout du monde. Personne ne pouvait venir nous secourir, donc il a fallu s'improviser mécano en visio avec la France. Donc merci Jérôme de m'avoir aidé à réparer cette direction. Quel était le problème tout simplement chez Iveco quand ils ont changé la crémaillère de direction? Ils n'ont pas pris soin de revisser correctement le cardan de direction. Ça fait que on n'avait plus du tout de direction. Donc on a eu de la chance que ça nous arrive sur piste. À la suite de ça, on a pris la direction de La Paz pour découvrir... Waouh, il y a des ânes ici, ils sont trop choux. Oh. Désolé, mais là... Ah, ouais. Donc, je disais, on a pris la direction de La Paz pour découvrir cette ville qui est complètement extraordinaire. On a été dans un camping Las Colinas. Je te le conseille vraiment si tu voyages avec ton véhicule aménagé. Nicolas est vraiment aux petits oignons. On devait rester 2 jours et on s'est tellement senti bien qu'on est resté 5 jours. C'était super, ça nous a permis de se reposer, parce que ça fait du bien des fois en voyage. Et puis on a partagé des super moments avec lui. Il est plein d'anecdotes, d'histoires sur la ville, etc. Donc vraiment, je te conseille ce camping si tu vas à La Paz. Ensuite, on a voulu tenter la Cordillère Royale qui est juste au-dessus de La Paz. Malheureusement, c'est la saison des pluies et ça nous a pas mal amputé sur les projets qu'on pouvait avoir là-bas, que ce soit en montagne ou tout simplement en trekking. Donc on est quand même allé faire un petit tour, mais on s'est fait rincer toute la journée et on n'a même pas trop vu les sommets puisqu'ils étaient tout le temps bâchés. Donc tant pis, chou blanc, on est reparti en direction du lac Titicaca pour découvrir cette culture inca. On commence ici et après on t'emmène de l'autre côté du lac, côté Pérou. Voilà, maintenant que le petit point de situation est fait, on peut reprendre notre visite. Comme je te disais ici, on est dans le berceau de la création de la civilisation inca. C'est ici que le grand dieu créateur, en gros, a envoyé 2 divinités pour créer l'empire inca et civiliser les peuples andins. On a vu nos premières ruines, alors comparées au Machu Picchu évidemment, elles sont toutes petites, c'est pas les plus gigantesques, mais ça reste quand même hyper impressionnant de se projeter en arrière et de s'imaginer un petit peu tout ce qui a pu se passer ici. On est vraiment aux sources, on va dire, de la création de Saint-Pierre, donc c'est complètement fou. Après une belle randonnée pour traverser l'Isla del Sol, nous voilà repartis sur les routes afin de rejoindre une autre partie du lac pour y découvrir quelque chose de bien particulier. La communauté des Huros, c'est un peuple indigène qui vit sur ces îles flottantes faites de totora, une sorte de roseau qui pousse dans le lac. Ce peuple serait l'un des plus anciens des Andes, ayant choisi ce mode de vie pour échapper aux invasions incas et espagnoles. Este es el Viracocha, este es el Pachamama, decimos esta tierra, es esta Dios es el
Así lo pelamos. Después comemos. Et voilà, ça y est, on termine avec nos 60 litres de réserve secours qu'on avait pour la Bolivie. On est au Pérou et c'est terminé les galères d'essence. C'est vraiment cool de se dire que ça va être beaucoup plus facile pour trouver de l'essence, même si c'était galère d'en trouver en Bolivie. Franchement, on te recommande ce pays 60 000 fois, c'était vraiment splendide. Voilà, malheureusement, c'est un petit peu compliqué avec l'essence. Pour faire simple, ils n'ont pas suffisamment de liquidité en dollars pour acheter de l'essence à l'international, d'où le fait qu'il peut y avoir des files d'attente de plusieurs heures ou jours en attendant la livraison. Mais voilà, ici au Pérou, c'est beaucoup plus tranquille. On finit en face de nous avec le lac Titicaca. Maintenant, on va prendre la route pour une destination normalement un petit peu plus chaude et dire bye bye à la saison des pluies. Le trafic routier ici au Pérou, il est assez compliqué, je dirais. C'est assez engagé de rouler ici, les gens roulent vraiment très très mal. Il y a pas mal d'accidents, beaucoup de morts sur les routes. Du coup, on essaye autant que possible d'éviter les grands axes. Du coup, c'est pour ça qu'on est là sur une piste secondaire. Le problème, c'est que c'est la saison des pluies ici et l'état des routes secondaires, des pistes et tout est assez précaire. Il y a pas mal d'effondrements de routes, beaucoup d'accidents mortels également, beaucoup de routes qui sont fermées. Du coup, c'est un peu tricky, on va dire, de rouler. Hein. On doit choisir entre rouler soit sur les axes routiers qui sont assez dangereux avec des dizaines de camions qui se doublent dans tous les sens, ou alors choisir l'option piste mais avec le risque d'effondrement et tout. Nous, on a choisi l'option piste. Ils ont une considération de la vie qui est assez différente de la nôtre sur la route, donc on préfère être solo sur les pistes. Mais voilà, on sait que c'est assez dangereux aussi, donc on essaye de pas trop traîner non plus sur les endroits un peu exposés. Mais voilà, là on est au pied de volcans qui sont à 6000 mètres d'altitude. C'est genre vraiment spectaculaire. On est solo, on est parti de 2005, donc ça monte un petit peu quand même, mais c'est vraiment super chouette. Finalement, on n'a pas été super loin parce que, comme je te disais 30 secondes avant, les routes ici sont complètement pourries, c'est la saison des pluies. Tout est prêt à s'effondrer, donc on va pas prendre le risque. Mais comme tu vois un peu, la conduite ici c'est... La conduite ici c'est un peu one life quoi, ils se disent... comme ils disent tous les jours, quoi, tout est possible, donc doubler dans un virage ou alors qu'il y a un camion en face qui fait des appels de phare, ils se disent que le mec en face va se décaler, s'arrêter ou quoi que ce soit, mais que ça va passer comme ça passe tout le temps. Sauf que malheureusement on croise quand même pas mal de tombes au milieu sur les bas-côtés de la route, donc ça témoigne un peu des nombreux accidents ici. À
défaut d'être dans les bouchons, on communique avec les enfants devant nous dans la voiture en s'écrivant des petits mots sur des bouts de papier. Ça passe le temps. Sac à dos plein à craquer, chaussures lacées, vêtements de plus sortis, nous voilà partis sur le trek de Losangate. Au total, nous avons parcouru exactement 63,94 km et 3368 mètres de dénivelé. Comme on aime se faire mal, et ce n'était pas forcément la meilleure des idées, nous avons choisi de le faire en 3 jours au lieu de 4. La plus grande difficulté ne réside pas forcément dans le kilomètre et le dénivelé, mais plutôt dans l'altitude. Le trek se déroule entre 4400 mètres d'altitude au plus bas et nous passons plusieurs cols à plus de 5000 mètres. À ça, nous rajoutons le poids pour l'effectuer en totale autonomie et nous obtenons une belle torture, mais évidemment dans un paysage magnifique. Là, nous vivons de peu au moins de plaisir. Comme on est au fin fond du Pérou, tu peux pas acheter grand chose à manger pour faire tes treks. Ne surtout pas compter sur des super lyophilisés. Donc, on a fait de la cuisine industrielle. On a cuisiné 8 milliards de beignets pour nos 3 jours de trek. Et on espère que la pluie va nous laisser un peu tranquille parce que c'est vraiment... c'est relou. Je sais pas si tu verras grand chose sur la vidéo, mais là on voit bien l'instabilité du terrain un petit peu qui est complètement raviné avec l'eau. Il pleut tellement que les terres n'arrivent plus à absorber et du coup il y a des effondrements. Ça arrive sur les routes, ça arrive également sur les sentiers. Petit à petit on avance, les paysages se découvrent, entre lagunes, montagnes et glaciers, tout aussi époustouflants les uns que les autres. On se sent minuscule et très isolé dans l'immensité de ces montagnes et ces vallées. Chaque passage de col est une nouvelle découverte. Tous ces panoramas nous laissent sans voix et nous coupent encore plus la respiration que ce qu'elle l'est déjà à 5000 mètres. La route tourne à tourner. Il fait beau. Enfin, il fait beau. Non, il fait pas beau. Il y a 3 cm de ciel bleu et plus de pluie. Donc, vu la météo en ce moment, on peut dire qu'il fait beau. Par contre, il caille très, très, très fort. Là, on descend dans une vallée et on va établir le campement. On sera au pied de la fameuse montagne colorée qu'on ira voir demain matin. On vient d'arriver à notre petit campement, on va monter notre tente
dans cette tente, ce qui nous permettra d'être un peu plus au sec que si on n'avait pas cet abri, parce que c'est la saison des pluies. On s'est fait rincer toute la journée, il va certainement rincer toute la nuit, donc on est quand même bien content d'avoir ce petit abri. Ça permettra demain de retrouver la tente et le duvet sec, ce qui est quand même pas mal quand tu fais plusieurs jours en bivouac. Là on est trop bien, on a les petits hamacs qui sont juste à côté de nous, et puis demain on fonce juste au-dessus pour aller voir la montagne colorée. Et puis après on a encore 2 grosses journées qui nous attendent pour finir ce petit trek. C'est repas de chef, pâtes, ramen, rien de mieux pour se plâtrer le ventre. Non, pas du tout. C'est pas terrible, mais bon, il n'y a que ça. On fait avec les moyens du bord. Et sinon, on a nos petits beignets, évidemment. Il est 5h30 du matin, réveil matinal pour être dans les premiers à la montagne colorée. Vu que c'est un point touristique, il y a forcément beaucoup de monde, donc on essaie de se lever tôt pour éviter les foules. C'est magnifique, on est solo. Il y a une mer de nuages un petit peu partout autour de nous. Le Sangate derrière. C'est splendide. Et nous voilà en montagne colorée. En 1h30 au pilier, 7h30. On n'a pas traîné, marche rapide en montée, course dans les descentes. Et on a vraiment de la chance parce qu'il n'y a pas un pet de vent, c'est grand beau, c'est dégagé. Sachant qu'on est en saison des pluies, je m'estime plutôt chanceux. Maintenant on fait demi-tour, on retourne dans les nuages tout là-bas pour passer le petit col, revenir sur nos pas et retourner sur la boucle de Los Sangate. Parce que pour les montagnes colorées, tu peux pas la faire en boucle, c'est un petit aller-retour qui te rajoute un petit peu sur le trek de Los Sangate. On vient d'arriver au dernier coup de cul, maintenant il n'y a plus qu'à descendre direction El Campamento et on va faire ça en courant évidemment. Et voilà, de retour au campamento. On en profite pour faire bouillir de l'eau, histoire d'avoir un petit peu d'eau potable dans les bouteilles. Parce que l'eau de la rivière, je pense qu'il n'y avait pas tip top, il y a des habitations un peu partout et je pense qu'ils y déversent un peu tout et n'importe quoi. Donc on fait bouillir de l'eau et puis après on reprend la route pour boucler le Sangate. On a des petits curieux. Oh, ils se font des bisous. C'est beaucoup trop chaud ça. Ah. Des bisous à tes Et là, t'es au milieu de nulle part. T'as un berger avec son troupeau d'alpagas qui habite là.
vraiment ça me fascine, je sais pas comment ils font pour vivre si loin, si paumés, pour se nourrir, l'eau, tout ça, c'est vraiment quand même des vies complètement à part. Mais c'est super chouette de voir tout ça. Là, on est en train de passer au pied du Nevado Hosangatte. En fait, c'est le sommet dont on fait le tour comme on peut trek. Et il y a cet énorme glacier magnifique avec tous ces séracs qui se cassent la gueule à peu près toutes les 5 minutes. C'est vraiment c'est magnifique. Et on remercie une nouvelle fois nos sponsors. Cette fois-ci, c'est la famille Garros qui est à l'honneur, qui nous permet de faire ce trek en toute performance et de se sentir moins seul. Moi, quand on est dans le dur, dans la montée, on a juste à baisser les yeux et ça va bien mieux. Après une belle montée, nous nous sommes offerts un repas bien mérité, composé de beignets, évidemment. Et maintenant, nous voilà repartis pour la descente avec un petit timide qui s'invite à la fête, le soleil. Même si on enchie grave dans les montées, avec le poids, l'altitude, franchement, à chaque fois qu'on termine une montée, c'est vraiment un spectacle. Il y a toujours une petite surprise, une lagune, une belle vallée derrière. Franchement, on se régale. Le plus important, le coussin. Ça fait trop la citadine. Non, en vrai, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait une espèce d'acrobatie du futur et je me suis éclaté les cervicales. Depuis, c'est compliqué, donc je joue la vieille. Deuxième nuit sous la pluie. On a beau être sous des abris, il pleut tellement fort qu'on a quand même la tente qui est trempée. Donc on dort pas super bien. Aujourd'hui c'est la dernière journée. Il nous reste une dernière côte à faire, dans laquelle nous allons évidemment perdre tous nos poumons. Mais on est très contents, c'est quand même super beau. Dernier jour, dernier kilomètre au milieu de ces géants. Malgré la fatigue et l'envie d'arriver à la maison, on n'en reste pas moins émerveillé de toutes les surprises que cette nature nous réserve. On termine ces 3 jours intenses par une petite récompense, les bains chauds. En tout cas, si tu veux faire ce trek, on te le recommande, il est vraiment incroyable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu peux le faire en plus de 3 jours si t'as pas envie de te mettre la mission. Il y a des petits campements et tout ça assez régulièrement pour le faire en 4, 5, même voire plus. Et par contre, on te recommande pas du tout de le faire pendant la saison des pluies. Dans le prochain épisode, on quitte les sommets enneigés pour se rendre vers le célèbre Machtu Picchu. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.